Alors en manchette aujourd'hui, mort d'une Atikamekw, Véronique Yvon réclame l'application des recommandations du rapport Vien et création d'une corporation de développement économique à Sainte-Élisabeth. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du vendredi 2 octobre. Alors tel qu'indiqué en manchette, Sainte-Élisabeth s'est dotée d'une corporation de développement économique. Les explications à ce sujet du maire Louis Bérard. Nouveau, c'est qu'on a décidé de créer une corporation de développement. Comme plusieurs municipalités le font présentement, mais chez nous, ça va être complètement nouveau. Cette corporation-là devrait nous aider à favoriser la création d'emplois, favoriser aussi le développement résidentiel, commercial et industriel. Ça devrait aussi aider au niveau de la gestion et la vente de terrains de bâtiments municipaux si jamais il y a lieu dans le futur. Ça devrait aussi nous aider à accompagner des promoteurs vers les ressources du milieu. Puis pour terminer, ça devrait aussi ajouter une meilleure coordination des campagnes de visibilité de la municipalité, autant au niveau résidentiel, commercial et industriel. Donc, on crée cette corporation-là, puis on pense que dans le futur, on devrait s'en servir là, très fortement pour aider à développer la municipalité. Est-ce qu'il y aura l'embauche d'un chargé de projet ou quelque chose du genre? On verra dans le futur, non, parce que c'est un comité qui va être nommé. Il va y avoir 7 personnes qui vont siéger sur le conseil de la corporation, donc 4 membres du conseil municipal et 3 citoyens qui seront nommés prochainement. Santé et politique provinciale maintenant. Nous revenons là sur le dossier de Joyce Echaquan, cette dame Atikamekw qui est décédée à l'hôpital de Joliette en début de semaine dans des circonstances qui soulèvent de nombreuses questions. La députée de Joliette, la péquiste Véronique Yvon, a interpellé le gouvernement à ce sujet hier en point de presse à l'Assemblée nationale. Voici un extrait de son intervention. Je pense qu'il faut prendre acte de l'indignation collective du Québec. Et j'ai besoin de vous dire qu'à Joliette, cette indignation-là, elle est à la puissance 10. Que la colère et que la souffrance qui vont de pair avec ce qui a été vécu lundi par Mme Echaquan et sa famille et ses proches sont extrêmement forts. Et aujourd'hui, toute cette colère, cette indignation-là, ce que les gens de Joliette veulent, mais ce que tous les Québécois veulent, on en est tous convaincus, c'est que ça se transforme en action. Et je dois vous dire qu'hier, quand j'ai entendu le premier ministre lors du point de presse de 17 heures répondre à une question d'un de vos collègues, c'était même peut-être un parmi vous, sur qu'est-ce qui allait être fait concrètement en matière de santé pour les personnes autochtones et qu'il s'est référé au comité ministériel sur la lutte contre le racisme, ça m'a beaucoup choquée. Parce que le rapport Vien, il est là. On n'est pas obligé de se référer encore à un autre comité sur la réalité très particulière des nations autochtones, des personnes autochtones, particulièrement par rapport à ce qu'elles vivent avec les services publics. C'était l'objectif de la commission Vien. C'est le sens du rapport du commissaire Vien. Alors, le chemin, il est tracé. Les recommandations sont là. Et je veux juste vous dire à quel point, quand on retourne au chapitre spécifique sur les questions des services de santé, à quel point tout est là en lien avec ce qu'on vient de vivre à Joliette. Je veux juste vous lire 2 passages. Le médecin d'origine Innu, le docteur Stanley Volant, a affirmé en audience, c'est la page 392 du rapport, avoir lui-même été témoin de pratiques empreintes de préjugés en contexte hospitalier et de leurs effets délétères. À l'hôpital de Bécomo, c'est une citation de Dr Volant,
J'ai travaillé pendant près de 10 ans. Je peux vous dire qu'il y a du racisme systémique. Des infirmières, des médecins ont beaucoup de préjugés négatifs vis-à-vis les Premières Nations. Donc, quand les gens de mon village ont des problèmes de santé, quand ils vont à Bécomo, ils y vont de reculons parce qu'ils ont peur d'arriver à l'hôpital de Bécomo à l'urgence et de se faire juger par l'infirmière au triage. Ils ont peur d'aller à l'hôpital. Et le commissaire vient lui-même. Qu'est-ce qu'il dit quelques paragraphes plus loin? Les voix entendues sont assez nombreuses pour affirmer que les membres des Premières Nations et les Inuits ne se sentent pas en sécurité lorsque vient le temps de mettre leur santé entre les mains des services publics. Écoutez, c'est grave. C'est grave ce qu'on a comme conclusion du commissaire Vien. Ils ne se sentent pas en sécurité lorsque vient le temps de mettre leur santé entre les mains des services publics. Il arrive à cette conclusion-là après avoir entendu des dizaines et des dizaines de témoignages. Alors la question, elle est toute simple au gouvernement. Comment se fait-il qu'un an après, alors qu'on a des conclusions aussi graves que celle-là qui dit que les nations autochtones, les personnes autochtones ne se sentent pas en sécurité quand elles vont dans le système de santé, comment ça se fait que 2 appels à l'action, 2 recommandations très claires, 74, 75, qui parlent de sécurisation culturelle, n'ont toujours pas été appliquées et que la ministre n'y fait toujours pas référence? C'est inconcevable. Ça aurait dû être une priorité d'action comme plusieurs autres. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas faire le tour avec vous de tout le rapport Vien, mais je veux vous dire qu'en lien avec concrètement ce qu'on vient de vivre avec Joyce Echaquan à Joliette, tout est là, les réponses sont là, le diagnostic est là et les pistes d'action sont là dans le rapport Vien. Alors, on a une demande très claire au gouvernement, c'est que d'ici la fin de la session, il dépose un projet de loi très concret sur spécifiquement la question de la sécurisation culturelle qui est prévue aux appels à l'action 74 et 75, où on demande une modification à la loi sur les services de santé et les services sociaux et la loi sur les services de santé et services sociaux pour les Autochtones CRI, pour y enchasser la notion de sécurisation culturelle en collaboration avec les autorités autochtones et de mettre en place donc des mesures pour que les établissements s'assurent de répercuter ce principe-là sur le terrain. Écoutez, c'est pas sorcier, c'est dans le rapport avec des conclusions extrêmement graves depuis 1 an. Donc, on demande au gouvernement, au premier ministre, à la ministre des Affaires autochtones, au ministre de la Santé d'agir rapidement. Et je pense que ce serait la première manière claire de dire que ce qu'on entend depuis 48 heures, ce ne sont pas que des belles paroles de la part du gouvernement, mais qu'il y a une véritable volonté de son côté de changer les choses et donc d'agir rapidement, spécifiquement en lien avec ce que Mme Echaquan a vécu. Je pense que mon collègue va. Et depuis l'intervention de Véronique Yvon, le centre de santé de Lanaudière a annoncé avoir congédié une 2e employée relativement à cette affaire et la famille de Joyce Echaquan a indiqué qu'elle allait intenter une poursuite en justice contre le centre de santé. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, il y a 7 décès qui sont ajoutés au bilan depuis le début de la crise. La santé publique signale 1052. Oui, vous avez bien entendu, plus de 1000 cas dans les dernières 24 heures, 1052 nouveaux cas dans les dernières 24 heures au Québec. En ce moment, au Québec, il y aurait 302 personnes hospitalisées en raison du coronavirus et de ce nombre, 49 se retrouvent aux soins intensifs. Dans la Lanaudière, le dernier bilan fait état de 38 nouveaux cas positifs dans les dernières 24 heures. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Madame Christine. Présente. Madame Lynn. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente. Monsieur Évariste. Présent. Madame Karine. Présente. Monsieur Redouane. Présent. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez Présent. Bonjour tout le monde, ici Marcel Puffal pour le Marcel Show, une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette.
laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce vendredi 2 octobre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Ida Godin, Edith Guertin, Joanne Vincent et Carole Contant. Et en fin de semaine, samedi le 3 octobre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Anne Latour et Yvon Valois, alors que les filles d'Isabelle, cercle 699 Sainte-Geneviève, soulignent l'anniversaire samedi de Fernande Gladu et Lucette Bourgault. Et pour ce qui est du dimanche 4 octobre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Gilles Cardin et Suzy Trudel. On se déplace en politique fédérale maintenant. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a présenté lundi un plan de relance de l'économie du pays. Nous en avons discuté avec le député du Bloc de notre circonscription, Yves Perron. Voici la deuxième partie de l'entrevue qu'il nous a accordée. Qu'est-ce qu'il y aurait aussi là, dans ce plan de relance, justement, pour le comté de Berthier-Masquinongé? En fait, il y a la question de l'Internet haute vitesse qui a été soulevée beaucoup pendant le... J'ai quasiment le goût de vous parler ce matin d'un premier confinement parce qu'on a l'impression qu'on s'en va vers un autre qui sera peut-être moins intense, mais les besoins en Internet ne diminueront pas demain matin. Et ça a exacerbé la situation inacceptable qu'en 2020, moi j'ai un paquet de citoyens dans Berthier-Masquinongé qui n'ont pas un accès Internet décent, qui ne sont pas capables de faire leur travail de la maison, qui ne sont pas capables d'assurer une éducation à leurs enfants quand ils sont retirés des classes parce que le lien n'est pas suffisant pour suivre les cours, ça n'a pas de maudit bon sens. Et Berthier-Masquinongé étant immense, il y a un paquet de réalités différentes. Il n'y a pas de solution unique là non plus. Si je vous parle de Pointe-du-Lac, qui est dans un secteur urbain, qui n'est pas couvert par personne pareil, par opposition à la MRC de Masquinongé, qui là, il y a des améliorations avec Masquicom depuis qu'on a instauré les comités paritaires avec les grands câbleaux distributeurs. Les demandes de permis débloquent, semble-t-il, plus rapidement. On a des secteurs où ça débloque. On est bien content de ça. Je peux aller dans d'autres où là, la formule est différente. La MRC a choisi d'être propriétaire de la fibre, mais sans créer d'entreprise, où là aussi, le déploiement se déroule, je crois, quand même assez bien suite à mes discussions avec le préfet. Et de la partie Matawini. Donc, où est-ce que là, c'est un peu le modèle Masquicom. Là, il y a une entreprise qui s'appelle Connexion Matawini. Et je crois que là aussi, les relations s'améliorent, puis le développement s'améliore. Mais le fédéral a parlé de créer son propre programme avec un échéancier 2030. Nous, on répond non à ça. Là. On est en 2020. Là. On n'attendra pas 10 ans. Alors, si vous avez de l'argent à mettre, on en a de l'argent à mettre parce que la moitié de notre portefeuille est à Ottawa et ce n'est pas la moitié des responsabilités qui sont à Ottawa. C'est pour ça que nous, on pense qu'on devrait être indépendant. Hein? Je vous le plug une fois de temps en temps, mais c'est une belle occasion de le dire. Mais l'argent devrait être mis dans le programme de Québec qui, lui, a un échéancier 2022-2023. Et là, c'est encore dans 3 ans, ça, 2023, c'est loin. Là. Donc, il faut accélérer ça, faciliter ça. Les gens ont besoin d'être connectés. Ça, c'est un gros enjeu. Évidemment, toujours dans Berthier-Masquinongé, on a beaucoup de personnes âgées. Hein?
Donc, si on arrive à faire augmenter les pensions de vieillesse, déjà, on améliore des choses. Si on arrive à faire augmenter les transferts en santé de façon inconditionnelle pour que ça atteigne 35 des coûts de santé du Québec, ça aussi, ça va améliorer le quotidien des gens. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. La prolongation de la subvention salariale pour continuer d'aider les entreprises dans Berthier-Masquinongé. Vous savez, les gens du terrain, là, les entrepreneurs, moi, c'est ça que j'adore quand je rencontre des entrepreneurs, c'est de voir leur fougue, puis leur volonté, puis leur imagination. Les gens se sont retournés de bord. On a des exemples magnifiques de gens qui se sont mis à fabriquer des masques, fabriquer des visières, d'autres qui ont transformé leur mode de production, permettant une distanciation, qui ont inventé des systèmes de livraison à domicile. Je lève mon chapeau à tous ces gens-là, mais ils ont besoin encore d'aide importante. Plusieurs ont réclamé là, une relance verte. Je sais que dans la présentation de M. Blanchet, il a fait allusion à ça, mais comment est-ce que votre plan est une relance verte? Est-ce que vous allez, par exemple, baliser l'argent que le gouvernement fédéral pourrait mettre dans les hydrocarbures, dans le secteur pétrolier? Est-ce que vous allez subventionner les technologies vertes? Comment ça va fonctionner? Absolument. Donc, dans le fond, il y a beaucoup d'éléments de réponse dans votre question. Oui, les gens de l'Ouest du Canada, vous savez, on est des indépendantistes, on est des gens intelligents, puis on sait qu'on est dans le Parlement fédéral aussi, puis on est raisonnable. Hein? La plupart du temps, on est très raisonnable et on sait que les gens de l'Ouest ont besoin d'aide. Mais cette aide-là ne doit pas être de subventionner la poursuite de cette industrie pétrolière de laquelle tous les grands groupes financiers se retirent mois après mois. Si on regarde les statistiques, les groupes de financement, les gens se retirent de ça parce que les gens savent que cette période-là, c'est terminé et que les sites ont besoin d'être restaurés. Donc, ça, il y a des sommes peut-être qui peuvent être mises là et penser peut-être à une transition d'industriels dans ce coin-là. Et pour le Québec, évidemment, nous, on a le privilège d'avoir Hydro-Québec, d'être super bien positionné en transport électrique, et ainsi de suite. On veut avoir notre juste part des investissements. Et il y a des belles paroles dans le discours du trône là-dessus, au niveau du transport électrique, entre autres, la construction de batteries, et ainsi de suite. Moi, je pense que c'est des belles idées. Encore une fois, c'est bien d'énoncer des principes dans un discours du trône, mais encore faut-il voir les actions concrètes. Puis ça va être dans un budget qu'on va le voir. Mais c'est important d'y penser. La relance, elle sera verte aussi dans tout le modèle agricole. Vous savez, j'ai fait pas mal le tour du Québec là, dans la mesure où c'était possible. Il y a quelques régions où je n'ai pas pu me rendre, là, tout dépendant du moment où c'était prévu, mais généralement, on a été très prudents. On a quand même réussi à faire nos rencontres. Et ce qu'on a vu, c'est des problématiques, entre autres au niveau de l'abattage partout au Québec et même chez nous. Hein, quand Olimel à Yamachiche a dû fermer ses portes, on s'est rendu compte que nos capacités d'abattage sont très centralisées et que la chaîne de distribution alimentaire se déstabilise rapidement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un ajustement où on pourrait faire là? Moi, j'ai vu, entre autres, sur la Rive-Sud, dans la région de la Montérégie, des gens qui ont un beau projet d'abattoir local de plus petite taille, qui aurait la certification fédérale, qui pourrait être adaptable dans le temps, qui pourrait se répartir, se reproduire ce modèle-là ailleurs dans le Québec. Ça peut être des pistes intéressantes, mais il faut être conscient qu'il n'y aura pas une solution unique. C'est pour ça que c'est important de faire le tour des régions du Québec pour avoir un portrait global parce que la réalité d'Abitibi-Témiscamingue n'est pas celle de Berthier-Masquinongé, ne serait-ce qu'au niveau du climat. Mais au niveau de l'ensoleillement, ils ont plus de soleil. Ils ont des belles terres agricoles quand même, donc tu es capable de produire du foin. Puis eux, ils ont vendu du foin dans le reste du Québec cette année. Donc, il faut être intelligent et tirer le potentiel de chacune de nos régions et essayer d'avoir quelque chose de plus local. Est-ce que c'est normal que les vaches de réforme, là, des vaches laitières qui produisent plus de lait, s'en aillent se faire abattre en Pennsylvanie? Quand on parle de réchauffement climatique, quand on parle de bien-être animal pour le transport, il y a des incongruités là-dedans. Là. Il faut rapprocher la chaîne d'alimentation du consommateur. Puis on a une belle vague hein, d'achat local. Il y a eu une belle sensibilisation pendant la crise de la COVID qui dure encore sur l'importance d'acheter localement. Les gens, à un moment donné, ont eu peur de ne pas avoir assez de nourriture, puis ils se sont dit, ben tiens, mon deuxième voisin fait du lait, je vais aller acheter le sien.
Et il se fait du sanglier à côté de chez nous, je vais aller le chercher là, et ainsi de suite. Et ça, c'est un mouvement qu'on se doit, comme politiciens, de maintenir vivant. Vous savez, je vous ai probablement déjà dit ma phrase que je répète souvent, mais en toute mauvaise chose, il y a du bon. Dans la crise de la COVID, ça aura permis de faire ça, d'avoir une sensibilité sur l'achat local, sur le transport international. Moi, dans notre plateforme, on parle de renforcer l'étiquetage de certains produits. Ce n'est pas pour augmenter les contraintes de nos producteurs locaux, mais c'est peut-être pour mettre plus en évidence aux consommateurs que, regarde, la tomate que tu t'apprêtes à acheter, là, qui te coûte 15 cents de moins cher, elle vient du Mexique. Parce que des fois, ce n'est pas écrit gros. Ça peut être juste la taille, ça peut être n'importe quoi. C'est un exemple comme ça que je vous lance, mais en même temps, celle à côté, là, 15 cents de plus, mais elle vient d'à côté de chez vous. Puis si tu achètes celle-là, ben, le producteur va être encore là l'an prochain. Puis ça t'assure une sécurité alimentaire. Puis là, notre impact environnemental en sera d'autant réduit aussi si on transporte moins de marchandises. Justement, relance verte en agriculture, est-ce que ça ne veut pas dire aussi réduction de l'utilisation des pesticides, moins de monoculture, plus de diversification dans les champs? Il faut l'encourager pour que ça se passe. Puis il faut vivre dans le monde dans lequel on se trouve aussi. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les idées que vous venez de formuler, mais on n'éliminera pas demain toutes les monocultures de l'Ouest canadien. Non. Ça n'arrivera pas là. On peut graduellement inciter ces entreprises-là à se diversifier, à faire des rotations de culture pour aider la richesse du sol, mais encore faut-il leur donner des conditions pour le faire. J'étais à Saint-Barthélemy il y a quelques semaines, là, visiter des terres agricoles avec des producteurs. Puis c'est quand on est sur le terrain, quand je vous dis c'est pertinent d'aller voir le monde, c'est un maudit bon exemple. Tu as les pieds dans la boîte, là, puis le producteur, il monte la ligne sur le bord de la rivière, puis il dit, regarde, tout ça, là, je récoltais ça il y a quelques années. Maintenant, je n'ai plus le droit. Il faut que je laisse tant de mètres, puis c'est correct. C'est pas que c'est pas correct, là. Mais c'est une perte nette pour les producteurs. Si on fait des choix de société, est-ce qu'on ne pourrait pas les assumer en société? Donc, aider à faire le reboisement, soutenir financièrement. Il y a toute une question de tout ce modèle-là. D'ailleurs, on travaillait là-dessus en comité avant la prorogation de la Chambre, mais tout ce modèle-là d'occupation du territoire, de protection de l'environnement, plutôt que d'attendre que les gens qui occupent notre territoire et qui le dynamisent, puis qui font vivre nos villes puis nos régions aient des pertes, puis d'essayer de les compenser des fois un an plus tard quand ils sont déjà en faillite, si on essayait de les soutenir en amont. On peut-tu penser à ça? Je sais que c'est un peu révolutionnaire ce que je vous nomme là, mais une crise comme ça, comme celle-là doit servir à ça. Remettre en question les modèles qui sont en place. Le modèle, est-ce que ce n'est pas aussi justement réduire l'utilisation des pesticides? Puis, bien sûr. Plus ça va, plus on se rend compte que l'utilisation des pesticides est problématique non seulement au niveau de l'environnement, mais de plus en plus, on se rend compte aussi au niveau de la santé des agriculteurs. Bien, en fait, vous avez raison sur le point où ça serait important de réduire les pesticides. Encore une fois, faut-il le faire de façon intelligente? Combien d'argent est-ce qu'on investit en recherche et développement au Canada, au Québec, pour la recherche en agriculture? J'ai essayé d'aller visiter, je ne sais pas si vous avez vu ça dans les médias, on a essayé d'aller visiter la ferme expérimentale de Normandin au Lac-Saint-Jean cet été. On n'a pas pu rentrer. On était 4 élus de la Chambre des communes. Ils n'ont pas voulu qu'on rentre. Ah, la réponse officielle qu'on obtient, c'est ça vous prend la ministre avec vous. Moi, j'en ai parlé avec le ministre après, elle me dit c'est pour pas que ce soit utilisé de façon partisane. Moi, je pense qu'ils ne voulaient pas qu'on rentre parce qu'on se serait rendu compte que les laboratoires sont à moitié vides parce qu'on est sous-financé comme secteur. C'est ça la réponse. Et quand on me dit après ça, oui, mais il faut réduire les pesticides. Oui, mais soyons brillants, puis trouvons des solutions avant. Je ne peux pas arriver demain matin avec un règlement pour dire ce produit-là maintenant est interdit. Si je n'ai pas une alternative, il faut que j'arrive avec quelque chose. Puis, je ne suis pas en train de vous contredire, puis on est d'accord sur le fond. Là. Je suis très environnementaliste. Il faut faire le virage, il faut le faire rapidement, mais il faut être intelligent. Puis la clé du succès, c'est beaucoup la recherche et le développement. Puis au Québec, on a une richesse intellectuelle, un potentiel de création qui est incroyable, mais il faut investir davantage là-dedans. Ça, c'est une des clés. Mais oui, vous avez raison sur la question de fond. Il faut s'apprêter à réduire ça, effectivement. D'autres choses que vous voulez rajouter concernant le plan de relance avant qu'on passe à un autre sujet? Non, ça va. Mais nous, on a demandé un budget parce qu'on en a parlé longtemps. Hein. On veut du concret. Les engagements, c'est beau, mais on veut que ça se réalise.
En terminant, là, votre chef, François Blanchet, s'est aussi montré favorable à un renforcement de la sécurité pour les chefs de parti Ouais. sur la colline parlementaire ou dans les environs à Ottawa, aussi pour les ministres, après ce qui est arrivé dans les derniers jours à Jack Meeting, le chef du NPD, et aussi un journaliste de Radio-Canada qui avait été pris pour un député du Bloc par un citoyen qui voulait faire un arrêt citoyen. J'ai ri, mais c'est pas drôle, là. Mais ça pose des questions très sérieuses là, sur la sécurité là, des parlementaires à Ottawa. Là. Absolument. Ce qui me fait rire, c'est la méprise que le monsieur a fait, parce que le gars, il ressemble pas bien à Mario Beaulieu, là. Mais bon. Écoutez, oui, ça nous questionne énormément. On s'est tous demandé, moi, cette altercation-là avec le journaliste, c'est tout près de mon bureau, là. Je passe là tous les jours, là. Fait que je me suis effectivement posé la question, OK, moi, j'aurais fait quoi? Jacques Metzing fait des arts martiaux, moi moins un peu, tu sais. Alors, effectivement, je pense qu'il y a une problématique là, mais quand des gens posent des gestes comme ça, ce monsieur-là, ce n'est pas la première fois. Il avait essayé de le faire, paraît-il, avec M. Trudeau dans le passé. Là, avec le journaliste de Radio-Canada, maintenant avec M. Singh, je pense que la première étape, c'est que ça mérite une arrestation, là, puis une menace à la sécurité publique, là. Mais au-delà de ça, il y a quand même un paradoxe assez phénoménal entre les élus de Québec et ceux d'Ottawa. Moi, je rencontre ma collègue dans le comté, particulièrement Caroline Proulx, qui est ministre, donc un garde du corps. Puis c'est correct, parce que pour exercer nos fonctions sans avoir peur d'être réprimé, je pense que c'est quelque chose que l'État doit assumer. Et ici, au fédéral, ça n'existe à peu près pas. Donc, je suis en accord avec mon chef là-dessus. Je pense qu'il est temps de revoir cette question-là, là, sans virer fou et nous fournir une armée, là, mais je pense que minimalement, les chefs, en tout cas, pourraient avoir un certain encadrement. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Madame Christine. Présente. Madame Lynn. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente. Monsieur Évariste. Présent. Madame Karine. Présente. Monsieur Redouane. Présent. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez. Présent. Au CHSLD Le Château de Berthier, le 20 septembre, à l'aube de ses 84 ans, est décédée Mme Rachel Rousseau, épouse de feu Jean-Philippe Chevalier, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jacques Chevalier, Marc Chevalier, Louise Chevalier feu Jacques Pearson, son petit-fils Vincent Chevalier Pearson et sa conjointe Marie-Bernard Lafont, laisse aussi dans le deuil ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Janine Rousseau feu Julien Clément, Gisèle Rousseau feu Rénald Plante, France Rousseau feu Réal Dénommé, Claudette Rousseau feu Jules Bergeron, Régent Rousseau, Solange Rousseau et son conjoint Réal Nadeau, Gaston Rousseau, René Rousseau et son conjoint Jean-Charles Guévremont, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et les membres de la famille accueilleront parents et amis demain, samedi le 3 octobre, en l'église de la Visitation de l'île du Pas, dès 13h, où les funérailles suivront à compter de 14h. Et Mme Rachel Rousseau-Chevalier sera ensuite inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Et toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Cela dit, nous passons maintenant à la météo. Alors, vendredi soir, 40 de risque d'averse est prévu avec un mercure de 10 degrés Celsius. Dans la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux et le mercure devrait descendre autour de 4 degrés Celsius. Samedi matin, ciel variable et seulement 5 degrés Celsius. Samedi après-midi, ciel variable à nouveau et un 30 de risque d'averse, mais le mercure grimpe à 12 degrés. Et samedi soir, le ciel reste variable et le mercure descend vers les 9 degrés. Dimanche, un 40 de risque d'averse et 13 degrés sont prévus. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous lundi pour un autre bulletin d'information régionale. Merci de continuer de vous informer avec nous et une excellente fin de semaine à tous nos téléspectateurs.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.